Bienvenue dans le podcast Musculation Vitale. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de gens passionnés et passionnants. Pour ce quatrième épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Antoine Fonbonne. Dans ce podcast, Antoine nous parle de mentalité, nous parle de mindset, nous parle de sa façon d'appréhender les choses qui lui sont arrivées, notamment ses blessures dans le fitness. Il nous parle de sa mentalité en général et comment il relativise par rapport aux choses de la vie. On parle également de sciences de l'entraînement, on parle d'hypertrophie musculaire, mais aussi de sa formation référence en France, Bayesian Bodybuilding, qu'il coécrit avec son associé Nevin Barnes. J'ai beaucoup apprécié ce podcast, on a parlé de beaucoup de choses, j'espère que vous l'apprécierez tout autant. Je vous souhaite une très belle écoute et on se retrouve bientôt. Donc bienvenue à tous sur le podcast Musculation Vitale. Aujourd'hui je reçois un invité très spécial, c'est Antoine Fonbonne, vous devez tous le connaître, mais je vais le laisser se présenter et dire bonjour. Salut à tous. Bonjour Guillaume, merci à toi de me recevoir. Me présenter, ça va être très rapide pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Antoine Fonbonne, j'ai 30 ans. Je suis coach sportif, co-directeur de la formation Bayesian France que j'anime et dirige avec mon meilleur ami et associé Nevin Barnett. Et en même temps, youtubeur fitness, musculation et développement personnel depuis maintenant 3 ans et demi. Voilà. C'est clair, c'est concis, c'est parfait. Donc voilà, aujourd'hui j'accueille Antoine pour parler de différentes choses. On va parler de mindset, de développement personnel, mais aussi de fitness et de musculation. Donc je commence directement et je voulais te poser déjà une première question. Tu parles souvent de développement personnel dans ta chaîne, sur toi même, tu le mets beaucoup en avant. Et je voulais savoir si toi tu penses que c'est vraiment important pour réussir dans le domaine qu'est le fitness en fait, ou c'est ta baseline, on va dire, c'est ta base dans ton mode de vie. Je ne sais pas si c'est important pour réussir dans le fitness, mais je pense que c'est important pour s'épanouir en tant qu'humain, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'on a tous été dotés de capacités à la naissance et via notre éducation et le milieu dans lequel on évolue quand on est jeune. Et on a, en tant qu'humain, un tel potentiel inexploité dans toutes les catégories de notre vie, que ce soit mentalement, psychologiquement, mais même physiquement ou socialement, qu'il y a une infinité de choses disponibles à portée de main et de connaissances à glaner, d'expériences de vie à vivre, de personnes à rencontrer, de langues à apprendre, de capacités physiques à développer. Et pour moi, le développement personnel, c'est pas un motto de geek ou de mec des réseaux qui se dit ouais, c'est bien de travailler non-stop pour se développer. Non, c'est juste la façon dont j'aime vivre ma vie en fait. J'aime me coucher le soir en me disant que aujourd'hui j'ai appris quelque chose de nouveau. Aujourd'hui j'ai eu une interaction sociale ou culturelle avec quelqu'un que je connaissais pas ou que j'avais jamais rencontré. Aujourd'hui j'ai développé ou au moins travaillé pour améliorer une compétence que j'avais. Tout simplement parce que je pense que c'est la façon de kiffer sa vie de la meilleure façon possible, c'est simplement de la développer et de faire en sorte d'être épanoui de plus en plus. Ça ne veut pas dire que je suis frustré parce que j'aime maintenant et que je cherche forcément à avoir plus systématiquement, mais c'est que, je sais pas, je suis mu par une immense curiosité de tout ce que la vie a à nous offrir et je suis intimement persuadé qu'on n'aura pas assez d'une seule vie pour tout expérimenter. Donc, il n'y a pas de temps à perdre. Et pour moi, le développement personnel, si ce n'est pas un besoin, c'est simplement une envie et une impulsion naturelle. Ouais, tu ressens vraiment le besoin de toujours essayer de relativiser sur certaines choses ou encore de te fixer d'autres objectifs. C'est important pour toi de toujours, en gros, te challenger un petit peu sur ça, quoi. Alors, le challenge, c'est autre chose. En fait, j'ai tendance à être curieux intellectuellement, naturellement, et à aller vers des choses que je connais pas et à sortir de ma zone de confort, etc. Le challenge, c'est plus un modus operandi pour moi qui me permet de faire en sorte à certains moments de ma vie où j'ai vraiment envie d'arriver à actualiser l'acquisition de nouvelles compétences, de faire les choses nécessaires et d'employer les méthodes et les dynamiques mentales qui vont me permettre d'y arriver. Par exemple, si j'ai envie d'apprendre une nouvelle langue, tu vois, ça fait 10 ans que je parle thaï, plus ou moins, et que j'ai pris les cours de thaï la première fois que je suis venu en Thaïlande et que je me débrouille de façon très rudimentaire, en fait. Mais j'ai jamais eu de vraie période où je me suis dit, OK, maintenant j'ai envie de passer du niveau où je me débrouille à peu près au niveau où je suis à peu près à l'aise et où j'arrive à le parler, pas couramment, mais en étant relativement à l'aise dans l'ensemble des interactions sociales et linguistiques. Donc, je vais faire ce qu'il faut et fournir le travail maintenant pour passer de ce niveau débutant à ce niveau confirmé, tu vois. Et ça, je l'ai jamais fait. Et en fait, le désir de mieux parler thaï et de m'épanouir quand je suis dans un contexte, typiquement en Thaïlande, entouré de gens qui sont thaïlandais et qui parlent la langue thaïlandaise, et ben en fait,
Ce désir, il est toujours présent quelque part dans ma tête, mais je l'actualise jamais parce que j'ai jamais, tu vois, fait en sorte de me dire, OK, maintenant, je vais me fixer ce défi d'être régulier avec ma pratique, d'en faire une priorité et de consacrer un vrai moment dans ma journée, jour après jour, semaine après semaine, au quotidien, pour pouvoir changer ce désir en réalité. Et en fait, pour moi, le challenge, c'est ça. Quel que soit le domaine dans lequel je l'inscris, c'est simplement me donner les outils et organiser mes journées et mon quotidien en fonction d'une nouvelle priorité qui va me permettre d'actualiser un désir ou une compétence que j'ai envie d'acquérir, en fait. Et je pense que c'est important. Et en plus, il y a une espèce de, tu vois, de côté très enthousiasmant qui est que bah, tu t'es rêvé parce qu'on a tous des fantasmes de notre identité, de ce qu'on a envie de devenir ou de faire de nos vies. Et via l'actualisation d'un challenge, tu te dis, OK, boum, là, j'ai plus le choix, j'ai 30 jours ou j'ai 3 mois ou j'ai 6 mois. Et dans 6 mois, je suis responsable de mes décisions, de mes choix et de ce que je serais devenu et de ce que j'aurais fait de mon désir qui n'était en fait il y a 6 mois qu'une chimère parce que je me disais juste j'ai envie de faire un combat de boxe taille Ouais. ou j'ai envie d'apprendre le russe ou ce genre de truc, tu vois. Et en gros, ce schéma-là, tu l'utilises un peu pour tous les domaines. En gros, tu as l'idée et tu crées une planification avec des habitudes au quotidien, en gros. Alors, c'est pas le mode structurant de ma progression en tant qu'être humain par défaut. Le mode structurant de ma progression, c'est simplement la mise en place d'habitudes sur le très long terme. Ouais. Par exemple, parce que en fait, ça ne marche pas, je pense, si c'est des choses qui doivent être placées dans ton quotidien de façon permanente. Par exemple, manger bien, dormir bien ou s'entraîner régulièrement en musculation si tu veux un physique athlétique, c'est pas un truc que tu vas pouvoir te fixer comme challenge de allez 30 jours pour Oui, oui, perdre bien 3 sûr. kilos ou aller 3 mois pour atteindre ton summer body. Tout ça, c'est de la connerie parce que c'est des habitudes qui demandent à être mises en place sur le très long terme et être effectuées et réeffectuées avec patience et persévérance pendant des années et aussi longtemps que tu vivras en fait. Il n'y a pas de je m'entraîne l'été ou tu vois, c'est comme les gens qui me disent ouais, je m'entraîne pas en vacances. Pourquoi? Oui, C'est ton oui, mode de voilà, vie en fait. bien Si tu sûr. veux être sain et en bonne santé et athlétique, bah, tu t'entraînes tous les jours et tu manges bien tous les jours et tu dors tes 8 heures ou tes 9 heures en fonction de ce dont tu as besoin tous les jours. Donc, pour ces vraies constituantes, tu vois, structurantes de mon quotidien et de mon mode de vie, là, il n'y a pas de challenge. Parce que pour moi, m'entraîner, manger bien ou dormir comme il faut et prendre soin de ma santé hormonale, c'est pas un challenge. C'est simplement mon mode de vie et c'est ce qui me structure. Et ensuite, par rapport à ça et avec le peu de temps que bah, mon travail et mes habitudes de vie me laissent, j'essaye d'aller exploiter la part de ma mentalité qui réclame un petit besoin d'excitation et de OK. motivation supplémentaire via un challenge un peu différent. Et par-dessus ça, j'essaye effectivement d'implémenter des petits moments où je vais me dire, tiens, non seulement pour moi, ça va être structurant et ça va être sympa de focaliser le reste de mon attention qui n'est pas, tu vois, généré par Oui, oui, l'ensemble de la gestion de mes habitudes qui est finalement quasiment automatique, mais cette petite part de décision qui me reste et d'énergie mentale disponible, je vais peut-être pouvoir, de façon intéressante, la focaliser sur une courte période sur un truc un peu sympa. L'intérêt en plus de ma position actuelle, c'est que ces challenges, généralement, me permettent d'attirer l'attention des gens sur une nouvelle habitude qui pourrait ouais, c'est vrai. éventuellement faire leur et capter et intégrer à leur quotidien pour ensuite le passer du rang de challenge au rang de Ouais, habitude structurante et qui va définir leur façon d'être et leur nouveau mode de vie. Parce que c'est un peu le rôle de mon influence, c'est d'attirer les gens et leur attention sur quelque chose qui est important et qui est peut-être négligé dans leur oui, quotidien oui. et de leur montrer à quel point il faut que ce soit structurant et à quel point c'est important s'ils veulent avoir en fait les résultats que pourrait leur apporter le mode de vie qu'ils n'ont pas encore réussi à Ouais, construire, tu bien vois, sûr. c'est ça. Ouais, d'accord. Ouais, c'est vrai que même quand tu sais l'English Thursday là, c'était important et puis Mhm. quand tu le mettais tous les jeudis en place, c'est vrai qu'au bout d'un moment, à force de te voir ça, tu te dis: «Mais c'est vrai que moi aussi j'aimerais bien apprendre l'anglais» et au final, le fait que Ouais, toi tu le fais, tu dis: «Mais vas-y, je vais essayer de, par exemple, lire un bouquin en anglais tous les jeudis, en essayant de lire, 10 pages par jeudi, quoi». Mais c'est vrai que c'était assez intéressant de voir ça, quand tu sais tes habitudes là qui étaient challenge. exactement, exactement. Je pense en plus que dans le challenge, il y a une composante extrêmement importante qui est l'obligation liée à la motivation extrinsèque. Tu vois, je te donne un exemple tout bête, mais quand j'étais en classe préparatoire, euh, le niveau qu'on avait en langue était extrêmement élevé. Les profs d'anglais et d'espagnol qu'on avait étaient tous normaliens, c'était des pointures intellectuellement. Ouais, Même si le niveau des cours était très exigeant, bah, on progressait à la vitesse de notre travail personnel et de notre investissement. Et en espagnol, en deuxième année, en Cagne, j'ai eu une prof qui nous obligeait toutes les semaines à apprendre 10 pages de vocabulaire par cœur. Et tu te dis, waouh, mais en plus du travail en prépa, des 40 heures de cours, des ouais. 6 heures de thé, etc.,
c'est énorme. Et en fait, au début, la première fois qu'elle nous a annoncé ça à la rentrée, on s'est dit, ouais, mais c'est impossible, en fait. C'est juste pas réaliste, on va pas y arriver. Et en fait, elle était tellement stricte et tellement sûre de ses méthodes et en même temps tellement compétente et crédible que je me suis dit, bon, je dois pas être le premier qui reçoit ça comme indication. Je dois pas être le premier qui se dit, ouais, c'est impossible, on va finir par faire un burn-out. Donc, je vais fermer ma gueule, essayer et on va voir quel fruit ça me rapporte. Et en fait, j'ai jamais autant progressé en espagnol que cette année-là parce que j'étais obligé, que j'avais cette contrainte de me dire, waouh, on est vendredi, j'ai pas appris mes 10 pages. Lundi, elle m'interroge. Si j'ai 0, ça va me plomber ma moyenne et ça va me plomber mes dossiers pour mes concours, tu vois. Donc, il faut que je le fasse. Et donc, c'est où tu trouves un moyen, ou tu trouves une excuse. Parce que la motivation extrinsèque du challenge est là et que tu peux pas t'y soumettre, en fait. Tu peux pas t'y soustraire. Tu es obligé d'être dedans et de te dire, OK, ou j'abandonne complètement et tu fais un croix sur ta vie et tes objectifs de long terme, ou alors tu fais ce qu'il faut et tu mets en place au quotidien toutes les habitudes que tu as besoin d'implémenter pour pouvoir y parvenir. C'est en ça que c'est très utile et structurant, je pense. C'est ça, ouais. C'est comme j'avais lu l'autobiographie de Steve Jobs et puis il disait exactement la même chose. En fait, il mettait en place, il disait à ses employés de faire une chose qui semblait tellement impossible à faire, mais vu qu'ils étaient obligés de le faire, ils trouvaient des moyens de mettre en place la chose pour réduire le temps que l'ordinateur s'allume en fait et accède à l'écran de bord, quoi. Et c'est vrai que c'est hallucinant comme quoi, ton mental il t'oblige à faire des choses quand tu es obligé de le faire, quoi. En fait, je pense qu'on est complaisant avec nous-mêmes. On est paresseux par nature. On cherche toujours la voie de la moindre résistance et de la facilité. Et si on te donne 6 mois pour faire un travail, tu vas prendre 6 mois. Si on te donne 3 mois pour faire le même travail, tu vas prendre 3 mois. Si on te donne 3 semaines, tu vas pas dormir, tu vas penser à ça toute la journée, tu vas optimiser ton quotidien, tu vas faire des sacrifices sur tout le reste, mais tu vas être productif au point que tu vas être capable de fournir le même travail en 3 semaines. Après, évidemment, tu vois, il y a une mesure à garder. Tu vas pas construire un aqueduc en 3 jours, mais l'idée, c'est que, tu vois, le travail s'étend toujours en proportion et à mesure de la durée que tu as pour l'accomplir. Et plus tu es exigeant et optimal dans ta gestion de ton temps et de tes priorités au quotidien avec toi-même, plus tu es efficace et je pense, plus tu arrives à obtenir en tout cas de satisfaction de ton quotidien et de la façon dont tu mènes ta vie. Ouais, c'est vrai, ça. C'est bien résumé en tout cas. On va parler un tout petit peu plus technique, et rentrer dans le milieu de la muscu. On entend beaucoup de choses sur l'hypertrophie, la prise de muscle, tension mécanique, muscle damage, surcharge progressive, volume, etc. Et c'est vrai que c'est compliqué pour la personne qui veut prendre du muscle, par exemple, de se retrouver avec tout ça, entre s'entraîner en split, s'entraîner en full body, etc. Qu'est-ce que toi tu préconiserais et qu'est-ce qui est vraiment important à mettre directement en place pour quelqu'un qui a envie de progresser et de prendre du muscle au fil du temps? Alors, c'est hyper intéressant que tu le mentionnes et que tu parles de stress métabolique, de stress mécanique et de dommages musculaires. Ces 3 pôles que tu viens de mentionner, rien qu'à eux seuls, constituaient le modèle qu'on avait de la progression musculaire et des dynamiques de l'hypertrophie. Paradoxalement, alors que ça fait probablement des années que l'homme fait des efforts musculaires et développe son corps au contact d'un effort, et que ça fait depuis virtuellement les années 20, 30, 1900, donc quasiment bientôt 100 ans, tu vois, qu'on est intéressé à la culture physique en soi. En fait, le modèle de l'hypertrophie, tel que théorisé et tel qu'il est relativement scientifiquement crédible aujourd'hui, est assez récent. On le doit notamment au brillant travail de Brad Schoenfeld, et c'est important de le mentionner ici, parce que même s'il y a des petites zones d'incertitude dans le modèle qu'il a proposé, sans son travail extrêmement enrichissant et extrêmement précis, on n'en serait pas là. Brad Schoenfeld avait proposé l'idée que le modèle de l'hypertrophie reposait sur ces 3 piliers que sont la tension mécanique, le stress métabolique et les dommages musculaires. La réalité de la chose telle qu'elle se fait jour aujourd'hui est que aussi bien pour le stress métabolique que pour les dommages musculaires, alors qu'on pensait que c'était des vecteurs directs de l'hypertrophie, on sait maintenant que c'est des conséquences ou des sous-produits de la tension mécanique et qu'en fait ces 2 facteurs-là ne génèrent pas en soi et n'ont pas d'influence directe en soi sur l'hypertrophie. En tout cas, on n'en a pas de preuve directe. Pour ce qui est du stress métabolique, on n'a pas de preuve directe, à part dans des cellules in vitro, que le stress métabolique ait un effet direct décorrélé de la tension mécanique sur les mécanismes de l'hypertrophie. Sauf dans le cas du KATSU, sur lequel il faut d'ailleurs que je fasse une vidéo parce qu'on pose souvent la question, et dans le cas de l'utilisation de très hautes fourchettes de reps avec une intensité très loin et très éloignée du 1RM.
cas dans lesquels on a des preuves scientifiques directes. Mais dans tous les autres cas, c'est des spéculations et on comprend maintenant un peu plus qu'il n'y a pas de liaison directe entre le stress métabolique et le driver de l'hypertrophie qui est la tension mécanique. Peut-être une petite aparté sur le stress métabolique pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, parce que c'est vrai que le terme a été proposé par Brad Schoenfeld, mais que même lui, il n'y avait pas vraiment de base théorique de référence. Le stress métabolique, c'est considéré comme, pendant un effort musculaire, l'accumulation des sous-produits de l'effort, c'est-à-dire les lactates, les phosphates et notamment les ions hydrogène, en même temps qu'une hypoxie, c'est-à-dire une raréfaction de l'oxygène dans le muscle. Et c'est tous ces facteurs-là qui, combinés, tendent à créer ce que Brad Schoenfeld avait théorisé comme le metabolic stress, donc le stress métabolique au cours d'un effort et typiquement d'un effort en musculation. Pour le deuxième point, pour les dommages musculaires, alors qu'on avait pensé que éventuellement, grâce au modèle de Brad Schoenfeld, le stress, les dommages musculaires étaient potentiellement responsables d'une augmentation de l'hypertrophie, on se rend compte maintenant qu'en fait, les dommages musculaires sont une conséquence du facteur principal qui est la tension mécanique et que surtout, ça c'est important dans la mentalité collective, je pense, le but de l'entraînement n'est pas de viser des dommages musculaires ou en tout cas de créer davantage de dommages musculaires. On se rend compte très clairement dans les recherches que non seulement le dommage musculaire n'est pas bénéfique à la croissance musculaire en soi, tel que directement lié, mais au contraire, si tu veux, qu'il est délétère à la croissance musculaire dans le sens où un muscle qui présente des dommages musculaires présente également des potentiels et des taux d'activation des unités motrices moindres, que deuxièmement, les dommages musculaires sont liés aux courbatures, et que qui dit courbature potentiellement intense dit réduction de l'amplitude de mouvement et de la capacité de travail. Clairement, quand tu as mal au cul parce que tu as des courbatures à cause du squat ou du hip thrust au point que tu peux à peine marcher, bah, tu vas avoir forcément beaucoup plus de mal à obtenir ton volume sur la séance qui va venir après. Donc, c'est detrimental, c'est néfaste pour à la fois l'activation musculaire, mais également pour la réalisation des performances. Et en plus, ça retarde la récupération. Donc, clairement, ce n'est pas le but et l'objectif d'une bonne séance de musculation de créer des dommages musculaires et d'avoir des courbatures de ouf, ce que les bros pensent souvent, genre j'ai des courbatures de ouf, c'était une super séance. Clairement pas. Mais on se rend compte qu'en fait, ce troisième facteur qu'on pensait être un driver de l'hypertrophie n'en est en fait qu'une conséquence dérivée. Donc, le principal facteur et moteur de l'hypertrophie, c'est la tension mécanique. C'est-à-dire arriver à contracter ces muscles suffisamment fort pour que, si tu veux, les ponts et les liaisons d'actine-myosine dans les fibres musculaires soient soumis à une telle tension que les fibres soient forcées de s'adapter, en fait, via la transcription de l'ADN, via la mécanotransduction, via l'activation de la mTOR, via la signalisation anabolique. C'est pas mal de micromécanismes qui sont très intéressants, qui sont un petit peu techniques, qui sont clairement pas nécessaires à la compréhension pour 99% des gens qui s'intéressent juste à la musculation pour être plus esthétique sur la plage ou quand ils sont à poil avec leur copine ou avec leur mec. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si tu veux, le conseil pratique, je suis désolé si l'aparté a semblé un peu long, mais je pense que c'était important de faire un petit point technique. L'application pratique de tout ça, c'est d'être capable de viser une tension mécanique, c'est-à-dire une activation et une contraction musculaire pendant tes séances qui va permettre de créer une adaptation selon ce qu'on appelle le syndrome d'adaptation généralisée, c'est-à-dire de faire en sorte que le stress que le corps soit soumis à ce stress mécanique et qu'il n'ait pas d'autre choix que de s'adapter au stress et à la tension pour devenir meilleur. En gros, pour devenir plus fort, pour devenir plus musclé. Donc, créer un développement de la force et des capacités de synchronisation des fibres musculaires, des unités motrices et de la coordination intramusculaire pour générer plus de force, mais aussi pour devenir plus musclé parce qu'il n'a pas le choix. C'est exactement le même principe que ce dont on parlait tout à l'heure avec Steve Jobs qui imposait des objectifs apparemment irréalistes à ses employés. Sauf que dans le cas de la musculation, il faut être capable de le faire de façon régulière et, comme tu l'as mentionné dans ta question, progressive. Régulière, ça va être la construction d'un volume qui va être cohérent avec ton niveau. Un débutant en musculation n'a pas les mêmes besoins de volume de travail par groupe musculaire et par semaine que quelqu'un qui est vice-champion du monde d'haltérophilie. Clairement pas, tout simplement parce qu'il y a des adaptations décroissantes à l'utilisation et à l'implémentation des volumes musculaires. Donc, plus tu es débutant, plus tu vas pouvoir progresser avec un faible volume. Et ensuite, plus tu vas t'approcher de ton potentiel maximal génétique musculaire, plus il va falloir que tu aies un volume de travail important pour pouvoir stimuler encore de l'hypertrophie et des gains de force. Donc, forcément, la réaction du corps face au volume d'entraînement n'est pas la même en fonction de ton niveau. Mais quoi qu'il en soit, il va falloir mettre en place un volume d'entraînement en fonction de tes groupes musculaires qui va aller
crescendo au fur et à mesure. Et ça, c'est le principe du progressive overload, et c'est-à-dire en français de la surcharge progressive, c'est-à-dire être capable de façon structurée. C'est pour ça que c'est excessivement important dans le cadre des progrès en musculation d'avoir une programmation méticuleuse et optimisée. Et c'est ce qu'on apprend à tous nos élèves dans le cadre de notre formation bayésienne, mais qui va te permettre tout simplement de demander à ton corps intelligemment et progressivement de plus en plus d'efforts face à des enjeux musculaires de tension, typiquement un volume, des intensités, des charges ou du temps sous tension de plus en plus important pour pouvoir s'adapter et devenir et plus fort et plus musclé, tout simplement. D'accord. Ouais, d'accord. Ouais, je vois comment tu l'amènes et comment une personne pourrait l'amener par rapport à ça. En fait, parce que moi, je le vois en salle, hein, dans la salle de sport, beaucoup de personnes viennent me voir et me disent, bah, moi, voilà, j'ai envie de prendre du muscle, mais j'ai pas envie d'en prendre trop. Et bon, donc déjà, je fais 5 exercices pour les pecs le lundi, 5 pour le dos le mardi. Après, je prends 2 jours de repos et je refais ça la semaine prochaine, la semaine d'après. Donc voilà, comment tu pourrais expliquer ça à quelqu'un, en fait, d'organiser son entraînement et de l'expliquer que, par exemple, un full body, ça va être plus intéressant au niveau réponse hormonale qu'un split 3 jours semaine, par exemple, tu vois. Et Alors, c'est en parlant de marrant la, parce que Ouais, dis-moi, pardon. ouais, en parlant de la pyramide, en gros, que leur expliquer, bah voilà, qu'il y a un choix qui se fait au fur et à mesure du temps, quoi. Alors, les pyramides auxquelles tu fais référence, c'est celles issues du travail de Helps. recherche d'Eric Helms, qui est un autre théoricien des sciences de l'entraînement, qui est un ami proche de Menno Henselman, qui est mon associé et le créateur de la formation bayésienne. Donc, tous ces mecs-là pataugent dans la même mare de l'élite du fitness, évidemment. Et, euh, De l'élite. et c'est un immense honneur pour nous de pouvoir tromper un petit orteil dans cette mare et de dire, les gars, on est là, on est français, mais on est là quand même. Parce qu'il y a peu de théoriciens français qui sont à ce niveau-là. Ouais. Si tu veux, ces questions sont intéressantes parce que c'est les questions qui m'ont amené à passer de coach en musculation quand je coachais à domicile et dans des salles de sport, notamment Le Clay, qui est une salle parisienne relativement bien cotée. Pas pour ses champions en musculation, mais parce que c'était une salle sympa et que j'aimais bien y coacher. Mais grosso modo, quand j'étais coach et que j'étais sur le plateau de musculation, j'étais comme toi tu l'es, confronté quotidiennement à ces questions-là. Et c'est la frustration que m'amenait la réaction des gens face à ces questions qui pour eux étaient évidentes et qui pour moi étaient ou non pertinentes ou pas encore nécessaires en termes de questionnement à leur niveau ou alors complètement débiles, en fait, qui m'a amené à me dire waouh, je suis extrêmement frustré au quotidien parce que les gens se posent des questions ou qui ne devraient pas se poser ou alors qui n'ont rien à voir avec leur niveau actuel, mais clairement, ils veulent des réponses dont ils n'ont pas besoin. Donc, je peux peut-être trouver une meilleure façon d'arriver à les aider et à leur apporter des éléments de réponse que d'être là sur un gym floor et à répondre à leurs questions sans qu'ils aient aucune structure, en essayant d'aller choper des bouts d'informations à gauche, à droite, et le full body, et la récupération, et la fenêtre anabolique, etc. Et au lieu de ça, essayer de systématiser une méthode. C'est évidemment la méthode bayésienne, mais également de systématiser une pédagogie via ma chaîne YouTube pour permettre aux gens d'avoir toutes les réponses dont ils ont besoin et intégrer dans un contexte qui va leur permettre de mettre en confrontation toutes ces informations et d'en accoucher des directives et des modes de fonctionnement au quotidien qui vont leur permettre de progresser et pas de continuer à se poser des questions éternellement sur des trucs qui les dépassent complètement. Ouais, mais effectivement, comme tu l'as dit, c'est super frustrant parce que tu as toujours les mêmes questions. J'ai envie de prendre des pecs et des bras, donc je fais 2 séances de pecs et un rappel bras. Enfin oui, tout le temps. Parce que malheureusement, je crois que la culture collective et les médias de masse structurent tous globalement dans les mêmes cheminements intellectuels et dans les mêmes questionnements forcément parce qu'on est confronté aux mêmes éléments externes, aux mêmes inputs et on se dit waouh, ok, on a des envies, on a des physiques qu'on voit, on a des modes de vie qu'on voit sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, sur les publicités dans les magazines. On se dit waouh, comment est-ce que moi j'arriverais à faire calquer ça parce qu'on a des désirs de projection et en fait la différence entre les deux et la méthode au milieu pour passer de l'un à l'autre manque et c'est pour ça que les gens sont amenés à se poser ces questions-là et c'est rarement les bonnes questions au bon moment, malheureusement. Moi, la semaine dernière, ouais, fin de semaine, j'ai encore eu Guillaume pour le curl biceps. C'est combien? 3 ou 5 séries. Au niveau des répétitions, c'est toujours 10, entre 10 et 12, quoi. Je fais pas. Ah, donc, comment t'expliquer que voilà, il n'y a pas de chiffre universel, quoi. C'est à toi de progressivement, selon ton volume minimum récupérable, de progresser au fur et à mesure du temps, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ce qui est frustrant dans notre discipline, je crois, c'est que les premières questions nécessaires à l'application pratique
sont celles qui demandent de comprendre les concepts les plus fondamentaux et les plus structurants. C'est-à-dire que pour comprendre, on dit ok, fais des curls biceps, tu attrapes une barre, tu dis, la première question que tu vas te dire, si tu vois à peu près comment le mouvement se déroule, c'est ah bah j'en fais combien. Voilà. Et déjà, la réponse de j'en fais combien dépend de la proximité à l'échec, du niveau du pratiquant, de l'objectif hypertrophique visé, de la construction du volume sur la semaine, de la répartition de la fréquence, etc. Donc, pour répondre à une micro-question de quelqu'un qui se pose une question qui est légitime dans sa progression, il va falloir mobiliser tout un tas de connaissances. Et dans une relation pédagogique avec très peu d'investissement, comme c'est le cas dans une salle de muscu, parce que c'est généralement ces gens lèvent un écouteur et au fait, tu sais, les mecs te posent une question comme ça et ils tiennent l'écouteur à la main, donc tu te dis ouais, ok, il va attendre que je lui donne une réponse en 15 secondes, alors que c'est impossible. Et en fait, c'est ce qui nous a amené, mon meilleur ami Nevin et moi-même, à nous dire qu'il fallait qu'on investisse extrêmement précisément dans la construction d'une démarche pédagogique de fond pour permettre aux gens de s'asseoir et de réfléchir et de se former sur le très long terme pour pouvoir enfin avoir des réponses structurées et validées par les apports des dernières recherches en sciences de l'entraînement et de la nutrition à toutes les questions qui pouvaient se poser sur tous les aspects qui touchent à l'optimisation de la performance, à l'optimisation de la stratégie nutritionnelle et de l'entraînement. Parce que tu ne peux pas éduquer quelqu'un sur l'ensemble des compétences et des savoir-faire en musculation et en alimentation en 15 secondes. Malheureusement, si c'était possible, je pense que j'aurais essayé de chercher cette solution depuis longtemps, mais c'est comme tout, c'est un apprentissage moteur, synaptique, cérébral, en termes de connaissances, qui demande une vraie acculturation et un vrai travail sur soi-même. Et c'est aussi pour ça que c'est cool et qu'avoir un physique athlétique et un mode de vie optimisé, c'est un vrai cadeau et une vraie marque de succès dans tes stratégies de vie parce que ça demande du travail et ça demande de l'investissement personnel et qu'on passe pas du jour au lendemain d'un physique de crevette au physique de Frank Zane ou d'un presque bodybuilder avec un physique et un mode de vie optimal en 3 semaines. Ouais, c'est ça. Puis ce qu'il faut essayer de faire comprendre aux gens qui est difficile aussi, c'est que l'adhérence, c'est un pilier très important et qu'il faut adapter tout à soi et que ce qui va marcher sur quelqu'un ne marchera pas sur toi et ce qui est important pour toi au niveau de tes disponibilités d'entraînement, etc., ne va pas marcher pour quelqu'un d'autre. Et moi, j'ai le cas avec des personnes qui travaillent la nuit, par exemple, qui n'encarent pas le matin à 6 h du matin et qui doivent s'entraîner directement après. Donc, ils ne peuvent pas s'entraîner de la même manière, etc. Donc, c'est vrai que les gens ont du mal à avoir ce pilier dans la tête qu'est l'adhérence. Et c'est dur de leur faire comprendre voilà, qui, même si la personne est plus musclée que vous à votre droite, il ne faut pas forcément faire la même chose que cette personne et qu'il faut se l'adapter à soi, quoi. On est d'accord. Et non seulement il y a une grosse variabilité interindividuelle dans tout simplement et de façon très ingrate dans la réaction par rapport à l'entraînement. On voit dans les recherches qu'il y a des gens qui sont hypo ou sous-répondants. C'est-à-dire que face au même stimulus musculaire, certains vont ou ne absolument pas prendre, je te cite une recherche toute bête, mais dans le cadre d'une recherche en musculation avec un programme relativement lambda, avec une proximité à l'échec et la construction d'un volume à peu près acceptable, tu as des gens qui sur 12 semaines ne prennent absolument pas de muscle ou vont même perdre du muscle sur certains exercices et sur certains groupes musculaires, alors que d'autres vont prendre proportionnellement quasiment 30 fois plus de masse musculaire que les gens qui sont sous-répondants. Donc, à stimulus égal et à la façon dont la vie te frappe dans tes circonstances, tu as des gens qui vont sous-réagir et réagir de façon clairement sous-optimale malgré eux. Ils peuvent pas y faire grand-chose. Et tu as des gens qui vont réagir de façon exceptionnelle et qui ont, par définition, selon ces critères-là, évidemment une génétique bien plus favorable au progrès musculaire et à l'hypertrophie. Donc, on a une grosse variabilité interindividuelle génétique déjà par rapport à l'ensemble de ces facteurs. Et ensuite, effectivement, les contextes et les caractéristiques du mode de vie de la personne, de son mode d'alimentation, de ses fréquentations, de l'organisation de son travail, tu l'as dit, de l'organisation de son rythme circadien pour les gens qui travaillent la nuit et tout, c'est extrêmement compliqué. Et ben, nous amène, en tant que théoricien de la préparation physique et de la nutrition, à composer avec la réalité de la pratique et à mettre de l'eau dans le vin de la théorie. De l'inverse, à mettre du vin dans l'eau de la théorie. Mais en gros, on est obligé de faire des compromis parce qu'on a toujours l'optimal qui est dicté par les apports des recherches et qu'on sait être la meilleure configuration potentiellement possible pour maximiser tous ces processus-là. Et ensuite, il faut la mettre sur l'autel de la vie quotidienne et de la pratique et des contraintes des gens et composer avec. Et je pense que la qualité d'un excellent coach, c'est à la fois d'être conscient des réalités de la théorie et de l'optimisation et de ce qu'il faut faire pour avoir les meilleurs outils pour faire progresser ses clients, mais en même temps d'être conscient, comme tu l'as dit, de l'excessive importance de l'adhésion de ton client au programme que tu lui as proposé
de l'adhésion de ses nouvelles habitudes dans son mode de vie pour lui permettre de faire sienne toutes ces directives et d'arriver à progresser, à structurer un mode de vie qui va être efficace. Exact. Exactement. D'accord. Je voulais parler blessure un petit peu avec toi. Et, Ouais. C'est pas personnel. Hein. Et voilà, je voulais savoir, t'as été blessé à un certain moment dans l'année, sur une longue période. Et je veux savoir comment tu gérerais ça. Parce que c'est vrai que beaucoup, on voit qu'ils sont blessés, ils arrêtent de s'entraîner totalement, quelque chose comme ça. Et toi, tu as essayé de trouver à chaque fois des petites astuces pour pouvoir t'entraîner et garder ce que tu pouvais. Et voilà. Quel mindset tu as eu en fait vis-à-vis de cette blessure et comment tu l'as abordé en fait? Alors, c'est extrêmement intéressant ta question parce que je pense que la blessure, en fait, fait partie, pas forcément du quotidien, mais au moins du parcours d'apprentissage et du parcours de progression d'un athlète ou au moins d'une personne qui veut faire de l'activité physique à bon niveau une composante de son quotidien. Quand j'étais plus jeune, je me disais qu'il était possible de ne jamais se blesser et qu'avec un peu de chance, en faisant les choses bien, j'arriverais à rester loin de ça. Et en fait, je te rends compte qu'on est tous humains, on est tous soumis aux contraintes dont on a parlé dans son mode de vie, au stress, au manque de sommeil, au déficit de récupération, au décalage horaire, à une sous-alimentation, à des conditions de vie qui sont clairement sous-optimales. Et du coup, on est forcément en proie à un moment donné à des contextes qui vont faire qu'on va forcément générer des blessures ou de surutilisation ou des blessures par manque de chance. Comme mon pote Nevin qui a sauté en parachute pas loin de son 100e saut et son parachute s'est pas ouvert et il s'est explosé l'épaule et les cervicales à cause de ça. Tu vois, ou un accident de voiture ou n'importe quoi. On est humain et on est soumis à un tel aléa dans nos vies quotidiennes qu'il peut tout arriver et malheureusement, sur une très longue période, les probabilités font que tout arrive et que tout le monde finit par se blesser d'une façon ou d'une autre, même en s'entraînant de la façon la plus intelligente qui soit et même en n'ayant pas de malchance. Donc, c'est amusant que tu dis ça parce que je ne pense pas avoir été paradoxalement un exemple de A à Z sur la gestion de ma blessure et de mes blessures depuis toujours. Et j'ai moi aussi bien évidemment ce côté très humain qui est le découragement et qui est le sentiment que c'est injuste, qui est le sentiment que ça ne devrait pas t'arriver à toi, que tu étais en train de tout faire bien et que la vie te met un coup de bâton dans les oreilles au pire moment et te met des bâtons dans les roues alors que tu étais super bien lancé et que tu mérites pas ça et que tu as envie de tout arrêter et que c'est décourageant et que de toute façon, tu n'es pas fait pour ça et que finalement, tu as essayé tu vois, d'être régulier et acharné dans ta pratique et motivé et que finalement, ça sert à rien parce que la vie est toujours là pour te mettre un taquet au pire moment. Donc, j'ai souffert de ça. Il y a des moments où j'ai été extrêmement découragé. Il y a des moments où j'ai eu envie de baisser les bras, de tout arrêter. Et en fait, je pense que il faut savoir dans les blessures, comme dans toute épreuve de la vie, faire la différence entre ses émotions à chaud, ses sentiments et la rationalité de sa pratique et de ses habitudes. Certes, au moment où tu te blesses, t'en veux à la terre entière, tu t'en veux à toi, tu dis mais je suis trop con, j'ai fait cet exercice, je m'étais mal échauffé, je sais que j'aurais pas dû, j'ai poussé une rep de plus, je me suis blessé, je me suis fait une sacroiliaque au squat, etc. Et tu t'en veux aux gens, t'en veux au contexte, si quelqu'un t'a poussé, si quelqu'un t'a roulé dessus, t'a renversé en voiture, t'en veux forcément à la cause première de l'accident ou de la blessure et tu te dis c'est pas juste et t'essayes de te dédouaner de tout ça. En fait, je pense que la justification rationnelle de fond, c'est qu'on est humain et qu'on n'évitera jamais ça et que tout arrive et qu'il faut l'accepter. Je t'avoue que la méditation m'aide énormément là-dessus, sur le côté. C'est un truc que j'aurais jamais pensé utile dans ma vie et que j'aurais jamais fait il y a peut-être 10 ans, où j'étais en perpétuel sentiment d'injustice, en fait, tu vois. Je me disais, parce que je me suis pas mal blessé, mine de rien, dans ma carrière, je suis relativement fragile, faut pas se mentir, j'ai un bon potentiel musculaire, mais en termes d'attache, en termes de potentiel génétique, j'ai les tendons extrêmement fragiles, j'ai les poignets, les chevilles extrêmement fines, tu vois, j'ai les attaches, j'ai les clavicules qui sont extrêmement saillantes, etc. J'ai des petits os, j'ai des petits tendons, j'ai des petites accroches, j'ai des petites aponévroses, et je suis potentiellement moins résistant que la plupart des gens à ce genre de contraintes. Donc, il faut que je sois 2 fois plus intelligent. Il faut que je programme les choses de façon 2 fois plus optimale. C'est aussi ce qui m'a poussé à devenir meilleur, tu vois. Mais bon, à part tes faits de ça, quand j'étais plus jeune, je me suis fait pas mal d'entorses. Tu vois, je me suis fait pas mal de fractures, etc. Et à chaque fois, je me disais, mais c'est pas juste. Pourquoi ça m'arrive? C'est dégueulasse. Ça fait chier. J'étais super bien parti. J'ai commencé la muscu, j'avais 24 ans. 4 mois après, j'ai eu un accident de voiture où je me suis pété la colonne vertébrale, dans un accident de scooter où j'ai percuté une voiture et j'ai pas pu marcher pendant 3 semaines et demie et j'ai pas pu faire de sport pendant 4 mois. Donc, tu vois, le premier truc que tu dis, c'est
ouah, c'est abusé, j'étais super bien parti, je commençais à me construire un physique et à mettre en place un vrai mode de vie. Et là, il faut tout que je reprenne à zéro. Et en fait, c'est l'histoire de la vie, tu vois. C'est le poème de Rudyard Kipling qui Ouais. dit si tu peux voir l'ouvrage de ta vie détruit en un instant et sans sourciller te mettre à reconstruire, c'est exactement ça, en fait. On est soumis à ça. Et tu as des gens qui se mangent des tsunamis sur la gueule, des tremblements de terre, qui voient leur maison, leur famille sombrer, l'ouvrage de leur vie, et qui se suicident pas pour autant, et qui se disent pas, ok, c'est bon, vas-y, j'abandonne tout, et qui Ouais. balancent pas tout, et qui juste acceptent leur sort, parce que c'est une vraie force d'accepter les choses telles qu'elles sont, je pense, et qui se disent, ok, move on, accepte. Forcément, il y a une part de tristesse, il y a une part de sentiment d'injustice, il y a une part de deuil, mais au-delà de ça, on est des humains, et ce qui nous caractérise le plus, que ce soit dans les mécanismes de l'hypertrophie ou dans notre progrès en tant qu'espèce humaine à la surface de la Terre, je crois que c'est notre capacité d'adaptation. Et que incarner cette capacité d'adaptation et être résilient et être capable d'avancer et de continuer à vivre quoi qu'il arrive, c'est la plus belle expression de la singularité de l'espèce humaine et c'est un peu notre devoir en tant qu'homme. Donc, comment j'ai fait pour rester motivé dans ces blessures? Parce que je pars dans un côté complètement hippie et ésotérique, j'en suis Non, désolé. mais c'est vrai, Et c'est ce que j'ai en termes de mindset en non, ce moment, t'as raison. parce que je pense que pour chaque implémentation, tu vois, de stratégie physique, il faut derrière une rationalité psychique, émotionnelle ou peut-être mentale, mais tu vois, il faut avoir un Ah backup oui. derrière et une rationalité de te dire, je fais ça pour ça, et je sais que je le fais ça, et ma motivation profonde, c'est ça. Donc ça, c'était la motivation profonde. Pour ce qui est de la mise en place, en fait, si tu arrêtes de couiner sur ton sort et de te morfondre parce que tu es blessé, tu te rends compte qu'il y a toujours une infinité de possibilités. C'est pas parce que tu as une entorse de la cheville que tu peux pas continuer à travailler entièrement ton haut du corps, continuer à développer ton développé couché, tes tractions. Alors certes, Ça. tu vas pas utiliser un leg drive sur ton développé couché, tu vas pas faire de corde à sauter, mais tu peux tout continuer Oui, à travailler, sauf du squat, sauf de la presse à cuisse, mais tu vas pouvoir faire du leg extension, du leg curl, tu vas pouvoir bosser tes fessiers, tu vas pouvoir faire du hip thrust unilatéral, tu vas pouvoir accorder de l'attention à tout ce que tu as négligé depuis le début et voir les choses autrement. Il y a un bouquin de Stuart McGill que je n'ai pas lu, je vais me permettre de le citer sans l'avoir lu, mais tu vois, ça fait partie des trucs. Il faut que je lise et j'ai pas le temps de le lire, il faudrait que déjà que je l'achète et ah qu'on oui. aide à qui s'appelle The Gift of Injury. Stuart McGill, c'est le mec qui a théorisé probablement un des systèmes les plus intéressants en termes d'intégrité vis-à-vis des blessures du dos notamment. Et il a un système qui s'appelle le Big Three, qui sont 3 mouvements que les gens peuvent faire au quotidien tous les jours pour préserver l'intégrité musculaire et anatomique de leur dos et éventuellement l'améliorer sur le long terme, qui est très intéressant. Et en fait, dans son livre, il parle de, selon ce que j'ai cru comprendre sans l'avoir lu néanmoins, de ce que une blessure t'apporte en termes de mentalité, en termes de progrès sur toi-même et en termes de changement de ta vision des choses et de réorganisation de tes priorités. Ce que j'ai fait, c'est simplement ça en fait. Arrêter de couiner et me dire que j'avais encore un plein potentiel et que c'est pas parce que j'avais des douleurs articulaires et des tendinites aux 2 coudes et aux 2 genoux que je pouvais plus m'entraîner et ne plus rien faire. Et en fait, tu deviens résilient, tu deviens adaptable et tu penses à des stratégies, à des méthodes qui vont te permettre de continuer à vivre, à t'épanouir, à être heureux et éventuellement à progresser en travaillant autour de la douleur, en travaillant autour des blessures. Et ça, c'est capital. Ne serait-ce que parce que physiologiquement, rester physiquement actif dans le cadre d'une blessure améliore la récupération. Alors que quand on est feignant et qu'on essaye de se soumettre au moindre obstacle, on se dit ah bon bah je suis blessé, j'arrête complètement, ça va guérir plus vite. C'est pas le cas. Dans les recherches, on voit que la récupération Oui. physiologique suite à une blessure est meilleure quand on a des sujets qui sont actifs à cause de l'augmentation du flux sanguin, à cause de l'augmentation du transfert des déchets métaboliques liés à une blessure, à cause de la réduction et tu vois du transfert des degrés d'inflammation et de l'activité inflammatoire au niveau des cicatrices, par exemple. Il y a plein de facteurs qui montrent que plus tu es actif, ne serait-ce que physiologiquement, plus tu vas guérir vite. En plus, en termes de mentalité et d'être capable de sortir du trou noir dans lequel une blessure te met psychologiquement et de te dire là-bas, il y a de la lumière au bout du tunnel et si je marche suffisamment patiemment et suffisamment longtemps, je vais arriver à en sortir. Là, il y a une solution. Et c'est comme ça que j'ai fait. En fait, le truc génial, c'est que là, bah, tu vois, les blessures que tu as mentionnées qui datent de l'an dernier, où j'ai eu d'abord une tendine du coude gauche très importante, ensuite une épitrocléite du coude droit, et ensuite carrément une grosse inflammation du tendon patellaire au niveau du genou gauche.
je me disais que j'étais foutu et qu'il n'y avait plus aucun membre qui marchait et que je pouvais plus faire de mouvements de musculation quasiment. Et ben en fait, en travaillant petit à petit, comme ça, en adaptant mes contraintes, en adaptant mes charges, en utilisant des techniques de préhabilitation comme le Katsu dont on a parlé tout à l'heure, par exemple, en adaptant mes intensités, en modifiant un peu mon split pour changer ma récupération, en optimisant mon sommeil et en faisant tout ce que j'avais négligé de faire depuis longtemps, et ben en fait, je commence à me remettre sur pied et je commence à pouvoir me réentraîner à peu près comme il faut. Pas forcément de façon à 100% par rapport à si j'étais totalement sain et valide, mais de façon optimale par rapport à mon contexte et par rapport à mes contraintes du moment. Et c'est ça qui est capital. Et ça me rend tout aussi heureux, paradoxalement, que quand j'étais à 100% et que j'avais des charges 2 fois plus importantes et que j'étais plus musclé que maintenant et plus en forme, etc. Mais comme on dit dans la pub pour la Française des Jeux, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et c'est comme ça que Et c'est vrai que c'est ce à quoi aussi sert le développement personnel parce que c'est beaucoup théorique au départ et on se dit que voilà, le développement personnel, ça nous dit beaucoup. Quand on aura un échec, c'est à nous de l'appréhender d'une façon voilà, différente et d'apprendre de ça pour se relever. Et on se dit oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis quand ça nous arrive, vraiment ça nous arrive, là, c'est vraiment la pratique et c'est là qu'on doit apprendre ce qu'on a appris avec le développement personnel et se servir de cet échec pour avancer, comme tu le dis, et trouver des astuces, trouver des choses qui vont nous permettre de nous remettre sur pied et relativiser, surtout relativiser. c'est exactement ça. Je crois que c'est Mike Tyson qui disait In a fight, everybody has a plan until it gets punched in the face. C'est genre tout le monde a un plan dans la vie avant de se prendre un coup sur la gueule, tu vois. Et ça, c'est la métaphore du combat de boxe, c'est la même que celle de la vie en général. On a tous des envies, des plans, des parcours et des plannings jusqu'à ce qu'il y ait un obstacle. Et en fait, ce qui nous définit en tant qu'homme et ce qui définit la force de notre mentalité, de notre mindset et de la valeur qu'on a en tant que personne, à mon sens, c'est qu'est-ce qu'on est capable de produire comme résultat quand on est frappé par les vraies contraintes et les vrais contextes de la vie, du quotidien et de la réalité des choses. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a un accident et qu'on perd un bras? Qu'est-ce qu'on fait quand on perd ses proches? Qu'est-ce qu'on fait quand on est tranquillement en train d'avoir une super affaire avec un bar de plage en Indonésie et qu'on se prend un tsunami sur la gueule et que ce qu'on a mis 15 ans à construire disparaît? Qu'est-ce qu'on fait quand son associé ou son patron meurt et que la boîte dans laquelle on a mis tous ses espoirs pendant 20 ans coule du jour au lendemain et met la clé sous la porte? C'est ça, je pense, la vraie réponse et le vrai intérêt d'être capable d'être solide mentalement et d'être adaptable et flexible et de savoir que la vie continue et qu'on a toujours des milliers d'options et qu'il faut juste avoir le courage de penser de façon créative aux solutions qu'on peut mettre en place dans son quotidien pour continuer à avancer. Exactement. C'est cool d'avoir entendu ça, que tu le partages comme ça. Et c'est vrai que c'est pas souvent qu'on entend ça, qu'on peut partager ça avec des gens au quotidien. Et c'est cool de le partager comme ça. On a parlé un peu de Bayesian tout à l'heure. Et avec Ouais. Bevin, du coup, vous avez importé ça en France et c'est quand même une grosse révolution au niveau de la science du fitness en France parce qu'on n'avait pas vraiment cet aspect-là de la science de l'entraînement avant. Et qu'est-ce que ça représente pour toi, Bayesian? Est-ce que c'est ta vie, quoi, ou c'est voilà, une étape de ta vie qui va t'amener vers des étapes encore plus grandes, ou c'est vraiment ton cheminement euh, au summum, quoi. À l'heure actuelle, à l'heure où je te parle, Bayesian, c'est pour moi la cristallisation de l'ensemble de mes passions en tant qu'homme et la solution à la réconciliation de toutes ces facettes de ma personnalité. Bayesian, c'est ma passion pour l'entraînement, pour le progrès, à la fois intellectuel et en termes de connaissances, mais aussi le progrès physique, parce que notre formation est vraiment orientée sur l'optimisation de la construction musculaire, de l'hypertrophie, du développement de la force et des pratiques nutritionnelles. Donc, c'est tout ce qui m'a toujours passionné intellectuellement depuis des années. Tu sais, quand tu es en cours d'SVT et que le prof te présente une recherche sur, je sais pas, tu apprends la VO2 max et on dit, tiens, tel type d'athlète ont tel type de VO2 max, mais on se rend compte dans les recherches que les athlètes de power et de puissance et d'haltérophilie, généralement, ont plutôt ces caractéristiques physiques-là. Et t'es là, waouh, ça m'intéresse trop. Tu poses une question et tu sens que le prof, c'est pas du tout son domaine et il dit, ouais, bon, vous viendrez me voir à la fin de l'heure, je vous expliquerai un peu. Et en fait, tu te rends compte qu'il n'y a rien. Il y a zéro biscuit. Les mecs, ils savent pas tellement de quoi ils parlent. Et ils t'ont présenté un concept qui est très théorique parce que ça servait l'exemple qu'ils avaient envie de te mettre en avant. Mais en fait, c'est pas leur passion et ils n'ont pas grand chose d'autre derrière. Et toi, tu fais tes recherches, tu essaies d'aller glaner des trucs. Moi, je suis de la vieille école. Quand j'étais au collège, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas Internet. On avait des modems qui bipaient 56K. Ça paraît vieux con, mais j'étais pas dans la période où
j'ai été le plus curieux probablement intellectuellement dans la capacité de trouver des informations aussi rapidement et aussi facilement que c'est le cas aujourd'hui. Ce qui est une immense chance, mais après on raisonnait différemment et on se posait peut-être les questions de façon un peu différente. Mais Bayesian, pour moi, c'est la cristallisation de toute cette satisfaction de curiosité intellectuelle parce que toutes les questions que je me suis toujours posées sur la programmation de la préparation physique, l'optimisation de l'entraînement et de tous les paramètres qui touchent aux facultés humaines comme l'optimisation du sommeil, de la santé hormonale, de la libido, de tout ce qui touche à l'être humain en tant que machine et articulation de capacité de performance, j'ai toutes les réponses dans cette formation et je peux les transmettre. Donc, en termes de curiosité intellectuelle, c'est hallucinant. Ça répond également à mon besoin de progression en termes tu vois, de connaissances et d'intellectualisation de ma pratique parce que je trouvais que clairement, après avoir passé un BPGEPS, j'étais extrêmement sur ma faim parce que ce qu'on y apprend malheureusement est pour moi trop léger et qu'après le quotidien du coaching, même si j'avais la chance au Clé d'avoir des clients qui étaient très intéressants, tu vois, qui étaient des universitaires, qui étaient des médecins, qui étaient des avocats et avec qui je pouvais avoir des échanges très profonds, bah, dans la pédagogie, c'était relativement limité et j'avais pas le loisir de pouvoir aborder des concepts autant en détail et de façon aussi précise et intellectuelle que c'est le cas dans ma formation bayésienne. Et ce qu'on transmet en termes de qualité de connaissance, c'est extrêmement satisfaisant intellectuellement. Ça répond à mon besoin de pédagogie parce que j'aime transmettre et que je suis passionné par ce que je fais. Et c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. C'est tout bête, mais parce que j'aime partager mon enthousiasme mon enthousiasme et les connaissances que j'ai réussi à glaner au cours de mes années de pratique et d'études avec les gens qui me suivent parce que j'aime ça et que tu vois, j'aime faire du monde un endroit plus sympa à vivre et permettre aux gens de progresser aussi. Et ça me passionne de voir les gens progresser à mes côtés. Donc, ça répond à tout ça. On l'a traduit avec Nevin de l'anglais et que comme l'anglais est une langue que j'aime énormément pratiquer, bah, au quotidien, je suis en train de traduire des recherches, améliorer des paragraphes, rajouter des chapitres entiers dans notre formation. Donc, il y a un besoin de traduction qui est énorme et qui, moi, me plaît beaucoup parce que la traduction, c'est une gymnastique mentale que j'aime énormément. Et en plus, en termes de dynamique sociale, c'est incroyablement excitant de voir qu'on est arrivé à réunir autant de gens passionnés par l'entraînement et à les amener à faire cette démarche qui est, mine de rien, extrêmement exigeante de se dire, OK, je vais passer de je m'intéresse un peu à la muscu et j'essaie de faire les choses bien à je vais prendre 8 mois de ma vie pour étudier de fond en comble tous les aspects de la préparation physique et nutritionnelle pour devenir bien meilleur et maîtriser toutes les composantes importantes de mon vrai mode de vie parce que ça me passionne, c'est une démarche extrêmement courageuse, tu vois. J'arrive à exciter les gens avec mon ami Nevin à l'idée de revenir à l'école et de recevoir des cours et d'étudier et d'apprendre et de réviser. Et ça c'est un challenge qu'on s'était fixé il y a 3 ans et demi quand on a lancé la première promotion et bah, qu'on a réussi à accomplir parce qu'à chaque nouvelle promotion maintenant, on est en train de lancer la 4e et on a de plus en plus d'élèves à chaque promo et on se rend compte que bah, c'est une mission accomplie parce que les gens sont excités à l'idée de consommer nos contenus et une fois qu'ils ont suivi notre formation, bah, ils sont extrêmement heureux de l'investissement qu'ils ont fait, à la fois financier et en termes de temps et humainement, ils sont super heureux d'être à un niveau qui bah, peut-être n'était pas accessible à ce qu'ils avaient avec les connaissances qu'ils avaient avant de suivre notre formation et ça, c'est extrêmement excitant. La dernière composante, c'est que comme je l'ai mentionné tout à l'heure, j'ai en fréquentant Meno et l'équipe de recherche bayésienne notamment, parce que Meno dirige une équipe de chercheurs qui sont tous, c'est bête, mais ils sont tous plus diplômés que moi, ils sont tous plus intelligents que moi, ils sont tous plus calés dans ces domaines-là. Et c'est extrêmement stimulant intellectuellement de me rendre compte que malgré l'ensemble des connaissances modestes mais réelles que j'ai réussi à accumuler au fur et à mesure de mes années de pratique, je suis au contact au quotidien de gens qui sont tellement plus avancés que moi. Ça rend extrêmement humble et moi, tu vois, ça pourrait décourager certains en disant ouais, ils sont trop loin parce que clairement, ils ont tous fait tu vois, Harvard, Oxford, Cambridge ou le MIT. Donc, c'est des pointures. C'est le genre de personnes avec qui, quand tu es à table avec eux, tu te rends compte que tu n'es pas au niveau. Et en fonction de ta mentalité, ça peut ou t'amener à dire waouh, ils sont clairement au-dessus, ok, ça me décourage, je me sens pas bien, etc. Ou alors, ça peut te permettre, si tu as cette mentalité de progrès et de curiosité intellectuelle, de te dire ils sont tellement élevés que je vais profiter de leurs connaissances, je vais profiter de leur savoir-faire et je vais booster mon niveau de maîtrise à un point que j'aurais probablement pas cru possible avant de rencontrer ces personnes-là. Et pour ça, c'est extrêmement, extrêmement stimulant de pouvoir être invité à des conférences, à les voir parler
Borch Fargelli, Brachenfeld, Greg Nuckols, Meno, et de voir qu'on est à notre humble niveau considéré comme faisant partie de cette élite intellectuelle de la préparation physique et des sciences de l'entraînement et de la nutrition. Et ça, c'est une satisfaction intellectuelle énorme, bien sûr. Ouais. C'est vrai que c'est énorme de tomber avec des mecs comme ça qu'on voit que dans les études ou qu'on lit. En fait, on lit leur étude. Bah, à mon niveau, moi, je lis leur étude et je me dis, voilà, être à côté d'eux, ça doit être fou, quoi. Ils doivent t'apprendre des trucs. Et puis, c'est vrai que voilà, ça te donne envie d'être dans une pièce avec eux et d'apprendre encore plus parce que si tu es le plus intelligent dans la pièce et c'est toi qui as le plus de connaissances, tu n'es pas au bon endroit. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et clairement, tu vois, Meno essaye de réunir l'équipe de recherche et les différents intervenants des différents cours, parce que maintenant la méthode bayésienne existe en France, puisqu'on l'a apportée en France il y a 3 ans, mais elle existe également en Espagne, puisqu'on a Luis Villaseñor, qui est un Mexicain, qui l'a traduit en espagnol et qui l'a importé dans le monde hispanophone et au Mexique. Elle existe en anglais, évidemment, elle existe en hollandais, puisque Meno l'avait originellement créé en hollandais. Et là, il y a une version norvégienne qui va voir le jour. Donc, on a des mecs un peu partout et c'est une espèce de diaspora intellectuelle et des passionnés de la connaissance et de la fonte. Et on voit que ça s'étend, ça gagne de l'ampleur, ça gagne de la force, ça gagne de la cohérence. Et quand Meno, il fait ça généralement 1 fois par an ou 2 fois par an, essaye de tous nous réunir et qu'on a la chance de pouvoir être tous dans la même pièce, tu sens que tu es dans une espèce d'ambiance électrique qui est incroyable à vivre et c'est une expérience géniale. C'est vraiment cool. Ouais, c'est cool. Alors. C'est bien que ça soit comme ça et que ça vous plaise à tous les deux, à Nevin et à toi, quoi. Je crois aussi. Donc voilà, je vais finir avec deux petites questions que j'ai l'habitude de finir et puis j'aime Dis-moi. bien écouter. Alors la première, c'est que qu'est-ce que tu dirais à ton toi de 20 ans en fait? Qu'est-ce que tu lui dirais, un seul conseil? Si tu avais un conseil à lui dire, ça serait quoi? C'est intéressant parce qu'on a toujours envie d'avoir les connaissances qu'on a à 30 et en même temps la candeur et les attentes de la vie qu'on a quand on a 20 ans. Mais en fait, j'ai progressé, je crois, que dans le bon sens depuis 10 ans. Et si j'avais un conseil à me donner, ce serait perdre pas de temps. Tu vois, j'ai pas perdu de temps sur mes études parce que quand j'avais 20 ans, j'étais déjà en master 1. J'avais sauté des classes, je suis allé très vite. J'ai investi beaucoup sur ce plan-là. Mais en fait, je me rends compte en vieillissant que certes, ce besoin de curiosité intellectuelle était là et avait besoin d'être satisfait et alimenté. Mais en même temps, si j'avais su qu'à 30 ans, je serais autant passionné de préparation physique et d'entraînement, j'aurais commencé à m'entraîner en musculation beaucoup plus tôt et j'aurais pas attendu 24 ans d'être dans un contexte où j'avais plus de temps parce que j'avais fini mon master pour pouvoir commencer à m'entraîner. J'aurais fait les choses de façon moins optimale, mais j'aurais commencé à pousser beaucoup plus tôt. Ça, c'est certain. Et pour le reste, je crois pas avoir fait beaucoup d'erreurs. J'ai pas été trop frileux. J'ai peut-être être plus constant, tu vois, sur des trucs. J'ai peut-être été un peu trop curieux à courir à gauche, à droite, à essayer un sport, en essayer un autre, à essayer une langue, etc. Peut-être que j'aurais aimé être plus constant sur un truc et être plus patient, mais en même temps, c'est ma personnalité. C'est comme ça que j'aime progresser dans la vie. Donc, à part le fait de commencer plus tôt, ce qui me passionne maintenant, je pense que j'aurais pas changé grand-chose parce que je suis très satisfait de la façon dont j'ai progressé ces 10 dernières années, mine de rien. Ouais, c'est cool. Et la dernière question que je veux savoir, c'est que quel livre tu conseillerais à, à nous, lecteurs? Qu'est-ce que tu conseillerais le meilleur livre que tu aies lu? On va dire un seul livre. Si tu as un seul livre à donner, ça serait lequel? Qui a changé ta vie, quoi, par exemple. Ton mindset, etc. Alors, je suis pas un immense lecteur, en tout cas pas de romans et de nouvelles et de fiction, parce que j'en ai lu énormément pendant mes années d'études, pendant ma prépa littéraire, même j'étais dans un collège, j'étais au lycée Michelet qui s'appelle le lycée Michelet, mais c'était un collège quand j'étais en 6e et en 5e qui était un peu spé, il nous faisait lire énormément. Donc j'ai beaucoup bouffé de romans et ça m'a beaucoup plu, mais après, je me suis tourné vers des trucs plus pratiques et maintenant, tu vois, je lis beaucoup de recherches, beaucoup de matériaux d'études, etc. Et paradoxalement, je prends pas le temps de lire beaucoup de fiction. Je pourrais l'avoir, il faudrait que j'organise différemment mes priorités, mais je lis moins qu'avant sur ces plans-là. Peut-être aussi parce que je me complais moins dans, tu vois, l'observation de chimères et d'espèces de rêves et que ça m'excite moins de me projeter dans des réalités fictives et que ce qui m'intéresse maintenant, c'est optimiser ma vraie réalité parce que je me rends compte que je peux vivre mes rêves plutôt que de les fantasmer.
mais ça répond pas à ta question. S'il y a un seul livre que je devais garder, je pense que ce serait le livre de la jungle de Kipling. On en revient à Kipling, mais je sais pas pourquoi. J'ai cette rengaine j'adore le dessin animé réalisé par Disney. Je trouve que ce qu'ils en ont fait, c'est extrêmement intergénérationnel. Tu peux le regarder à tellement de niveaux et de strates intelligibles différentes. Tu peux le consulter quand tu as 3 ans, tu peux le regarder quand tu as 15 ans ou quand tu as 30 ans ou 50 ans. Tu verras pas la même chose et ça te parlera pas de la même façon. Je crois que ça, c'est la vraie richesse d'une fiction et d'un dessin animé. C'est que c'est extrêmement. Il y a une plurivocité qui est incroyable. Et en fait, le bouquin de Kipling, et paradoxalement, j'ai lu le livre après avoir vu le livre de la jungle en dessin animé, parce que je devais avoir 5 ans quand j'ai vu le livre de la jungle et j'ai dû lire le livre quand j'en avais 20 peut-être. Le livre est d'une poésie et à la fois d'une efficacité et d'une profondeur en termes de questionnement sur le sens de la vie et ce que ça peut t'apporter, etc., qui est extrêmement touchante. Je ne sais pas si, en le relisant aujourd'hui, ça me parlerait autant. Je vais le relire. C'est un livre qui est très court en plus. J'ai tendance à aimer les choses qui peuvent se mettre en application de façon rapide et j'ai du mal maintenant avec les bouquins de 500 pages qui tournent autour du pot, quoi. Maintenant, j'ai besoin d'avoir des réponses efficaces et j'ai de moins en moins de temps à perdre dans mon quotidien, donc j'aime bien avoir des trucs qui se lisent vite, même si c'est un peu un affront à la grande littérature parce qu'il y a des chefs-d'œuvre qui font 1500 pages et que tu les résumeras pas en 15 pages. Mais je pense que le livre de la jungle se situerait tout en haut de l'étagère de mes bouquins à retenir. Dans une autre stratégie, j'ai découvert une appli qui s'appelle Cooper récemment, qui permet d'écouter tu vois, j'avais Audible il y a 4 ans. Et en fait, j'étais pas fan d'Audible parce que je me rends compte qu'en écoutant en anglais, j'arrive pas à m'imprégner des contenus et des idées. C'est-à-dire, j'entends, je me dis, c'est stylé et tout, mais ça me pénètre pas. J'arrive pas le lendemain à me souvenir spontanément des choses que j'ai entendues. Ça passe dans ma tête, c'est cool, mais ça glisse, malheureusement. J'ai une plus faible rétention en anglais parce que c'est pas ma langue maternelle et que je la maîtrise probablement moins bien. Donc, j'étais passé à Audible français. Et en fait, Audible français, déjà, il y avait beaucoup moins de contenu intéressant. Et en plus, les contenus qui étaient intéressants, la moitié que j'ai écouté, ils étaient avec des accents québécois, lus par des Canadiens. Et en fait, c'est bête, mais j'arrivais tellement pas à m'identifier au locuteur et au contexte avec les accents qui étaient déformés et l'utilisation des mots qui n'était pas du tout la même que la nôtre, que contextuellement, j'arrivais pas à me mettre dedans, en fait. J'entendais ça et je me disais, ça sonnait bizarre et j'y arrivais pas. Et en fait, j'ai décroché d'Audible et je trouvais ça, alors que ça aurait pu être un formidable outil pour moi, c'est pas un outil qui a été efficace dans ma progression. Et en fait, avec Cooper, c'est pas le même process. On te lit pas des audiobooks, mais on te les résume. Et en fait, tu as des gens qui parlent avec des voix relativement normales, qui ont une structure mentale relativement optimale aussi. Donc, l'organisation des connaissances qui sont tirées des bouquins est à peu près logique et bien foutue. Et en fait, ils arrivent à résumer certains livres de façon assez efficace et intéressante. Et tu as des bouquins que j'aurais probablement pas lu parce que je me serais dit, ouais, ça fait 300 pages. Ouais, peut-être que c'est intéressant, il y a 2-3 idées à en tirer, mais j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres trucs, donc je vais pas me mettre dedans parce que ça m'intéresse pas tant que ça. Et en fait, en 15 minutes de Coob, j'arrive à retirer des idées qui sont super cool. Et le dernier Coober qui m'a plu, c'est un bouquin qui s'appelle The Joy of Missing Out, en français, la joie ou le bonheur de rater, et qui réfléchit sur le besoin de stoïcisme et le besoin de prise de recul par rapport à nos démarches de perpétuelle course à l'information, à l'exposition à des stimulus, à la vie sociale sur les réseaux sociaux, qui fait quoi, qui pense quoi, qui mange quoi, qui est où, qui est en vacances où, etc. Et à notre besoin en termes de bien-être profond de nous dissocier de ça, de nous différencier du tumulte de l'activation et à nous recentrer sur nous-mêmes et à l'importance de la permanence des émotions et de l'être et de l'identité dans cette espèce de tourbillon. Et ce bouquin m'a fait prendre conscience que je perdais du temps sur des choses inutiles, notamment sur les réseaux sociaux, qu'il fallait que je me concentre sur ce qui avait de la vraie valeur, sur ma famille, sur mes amis, sur la création d'un contenu de qualité, sur les interactions pédagogiques avec mes élèves au sein de ma formation bayésienne, et pas sur suivre n'importe quel point débile en vacances aux Bahamas ou n'importe où, parce que c'était inutile à mon bien-être et à mon bonheur sur le long terme. Et en même temps, ça m'a permis de voir qu'il y avait probablement des choses à optimiser encore sur mon quotidien pour être pleinement heureux et efficace, et à revoir complètement ma stratégie de consommation digitale, numérique et
et multimédia, et ça m'a fait énormément de bien. Voilà, si je devais te citer 2 trucs, le livre de la jungle et The Joy of Missing Out. Ok. Bah, je te remercie beaucoup, Antoine, parce que je trouve, un bon podcast. On va parler de tout. Et tu as bien partagé toutes tes connaissances et toutes tes Merci expériences. beaucoup. Donc voilà, si tu as une chose à dire, tu peux le redire, le partager. Merci à tous ceux qui ont écouté ou vu ce podcast. C'était un grand plaisir de pouvoir partager une partie de mon cerveau et de mes expériences humaines du moment avec vous. C'était vraiment chouette et parce que je pense qu'on est tous passionnés globalement par les mêmes trucs et en tout cas les gens qui suivront ton podcast le sont probablement. Donc si on peut tous progresser dans le même sens, c'est génial. Pour les trucs qu'on a mentionnés, le livre de la jungle, vous pouvez le trouver à la FNAC, sur Internet ou n'importe où. The Joy of Missing Out via l'application Cooper, probablement aussi. Et pour ce qui est de notre formation Bayesian France, on a déjà 3 promos. La 3e se termine. Ils sont en train de passer l'examen au moment où je vous parle, en ce moment même. Et la 4e promo est déjà lancée. Les inscriptions sont quasiment terminées. Il reste quelques places. Les cours commencent le 20 septembre. Donc, je ne sais quand sortira ton podcast, mais s'il sort avant le 20 septembre, les gens pourront encore probablement s'inscrire. Il suffit qu'ils aillent sur la page de la formation, qui est menoinselman.com, et ils auront le petit cours en français. Ils pourront voir s'il reste des places pour pouvoir s'inscrire et nous rejoindre si ça les intéresse. Donc, merci à tous de l'intérêt que vous avez porté à ce que j'ai raconté et à ton podcast, Guillaume, évidemment. Et merci à toi de m'avoir reçu et d'avoir pu partager tout ça avec tout le monde. Ok, pas de souci, on peut en parler après. J'arrête l'enregistrement et puis on pourra en parler après. Ok, bon bah, salut tout le monde et à bientôt. Au revoir. Salut. Bienvenue dans le podcast Musculation Vitale. Dans ce podcast, je vais à la rencontre de gens passionnés et passionnants. Pour ce 4e épisode, j'ai eu le plaisir d'accueillir Antoine Fonbonne. Antoine, dans ce podcast, nous partage son expérience de vie, nous partage sa manière de penser, de relativiser par rapport aux choses qui lui sont arrivées et la manière d'appréhender le futur. On parle également dans ce podcast de sciences de l'entraînement, d'hypertrophie, de perte de poids. On parle également dans ce podcast de sciences de l'entraînement, d'hypertrophie. On parle aussi de sa formation Bayesian Bodybuilding, coécrite avec Nevin Barnett. N'hésitez pas à écouter le podcast en plusieurs fois, car il est assez long, mais tout autant intéressant. Je vous souhaite une très belle écoute, à bientôt.